أولا بعد مرحبا بكم عندي هنايا وكنشكركم على المبادرة. Alors, moi, je m'appelle Mohamed Mehdi et j'enseigne la sociologie rurale à l'École nationale d'agriculture de Meknès depuis 1987 jusqu'à 2019. Mon enfance, c'est comme toutes les enfances des enfants qui ont grandi dans des quartiers populaires. Donc, mes souvenirs, c'est les souvenirs du MSID. Donc, j'étais au MSID pratiquement jusqu'à 11 ans. Même quand je suis rentré à l'école, si vous voulez, c'est l'école FIDA. Je suis natif de Casablanca, d'Al Fouqara, et donc j'étais inscrit à Al Fida. Et donc, durant toute ma scolarité primaire, j'étais aussi dans le site. Et donc voilà les souvenirs pour la scolarité. Sinon, comme tous les enfants, ouais, j'étais aussi une bonne partie de la journée dans la rue pour jouer avec les enfants au football, pour faire aussi des bêtises comme tout le monde. Quand j'ai eu mon CEP, mon certificat d'études primaires, je devais normalement aller au lycée Moulay Abdallah, mais cette année, c'est l'année où on a supprimé. C'est l'année où on a instauré l'année d'observation. On appelait ça l'année d'observation, ce qui fait j'étais obligé de faire l'année d'observation dans une école qu'on appelait à l'époque école mixte de Ain Chakr. Et pour les gens qui connaissent, je faisais à pied la distance qui séparait D'Al Fouqara de cet établissement à Ain Chakr. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Vous êtes de la fac, c'était que des champs de blé, de fèves, etc. Donc, et c'était des temps très très pluvieux, et donc on a vécu tout ça. Mais bon, et après, j'ai intégré le lycée Moulay Abdallah pour la première année, où je suis resté jusqu'au baccalauréat. Donc j'ai eu un baccalauréat de lettres modernes, qui m'a permis par la suite d'aller faire des études de droit à la faculté de droit de Casablanca, qui n'existait pas physiquement à l'époque. Nous avions quelques locaux où les cours ont été donnés jusqu'en 1981 ou 82, où il y avait la construction de l'université Hassan II qui est sur la route de Jdida. Oui, c'était le choix de la fac. Bon, c'est vrai que je voulais avant faire des études de philosophie. J'aimais à l'époque un petit peu la philosophie. Mais vous savez, à l'époque, je voulais aussi partir à l'étranger. Mais à l'époque, les choix se faisaient à la dernière minute. Et puis, ça se faisait dans le cadre pratiquement dans le cadre de petits groupes d'amis, de copains, et donc le choix s'est porté sur la fac pour des raisons de commodité, pour rester à Casablanca et pour voilà. Et donc ce choix a été fait de cette manière-là, et donc j'ai obtenu la licence en 1977 et j'ai entamé, et je suis parti faire un service civil. J'ai enseigné le français, et à la deuxième année, je crois, du service civil, j'ai intégré la faculté pour faire des études supérieures, et j'ai obtenu les 2 certificats d'études supérieures qui m'ont permis de faire mon mémoire de DES, diplôme des études supérieures. Et c'est là où c'est vrai que j'ai changé des études de droit vers un travail sociologique. Et donc, je suis allé faire un travail de monographie qui s'appelle Monographie d'une tribu de Haute-Atlas, qui a été récemment, pas récemment, en 2006, qui a été publié par l'ERCAM.
Et donc c'est comme ça que j'ai changé complètement de parcours, et donc à travers le travail de terrain. Il est vrai que notre parcours à la faculté était un petit peu assez particulier. On pourrait même dire qu'on était à la fac pour faire des études et pour obtenir des diplômes, mais parallèlement, avec un groupe que vous connaissez, où il y avait des copains comme c'est Mohamed Touzi, comme Hassan Rachid et d'autres encore. On animait un ciné-club à Casablanca qui s'appelle Ciné-club de l'Azaïm. Et ici, dans ce cadre, je dirais que notre apprentissage des sciences humaines, bien sûr, c'était le cinéma, mais aussi ça nous ouvrait des perspectives pour des études de tous les textes, des anthropologues, des sociologues, etc., des linguistes aussi, etc., et même des économistes, parce qu'à l'époque, bon, les frontières n'étaient pas... On peut étudier ce qu'on voulait. Et aussi, notre réorientation vers la sociologie a été aussi déterminée par le passage de Bruno Etienne, Allah yarhamou, qui nous a beaucoup marqué. Il nous a donné un cours pendant nos études de licence, mais aussi pendant nos études des études supérieures. Et son apport a été très très déterminant parce qu'il nous a ouvert les yeux sur un certain nombre de problématiques qui ne sont pas nécessairement des problématiques de droit ou même... C'était vraiment des problématiques de sciences politiques et pas seulement des problématiques de droit public comme c'était le cas à l'époque. Et aussi, il y avait aussi une rencontre très très importante, c'est la rencontre avec Paul Pascan. Et à l'époque, Bruno Etienne, Paul Pascan, mais aussi c'est Mohamed Touzi qui était un petit peu en avance. Il y avait ce groupe qui nous a permis d'avoir des contacts un peu plus... les premiers contacts avec le terrain. Et je peux vous dire que le premier contact avec le terrain, c'était avec Paul Pascan dans le sud du Maroc et plus précisément dans la maison des Lyres. Voilà. Et c'est là où on a fait les premières enquêtes de terrain avec l'Institut de géographie de Hollande. On a travaillé à l'époque sur l'immigration. Et c'est notre baptême de feu, si vous voulez, pour vraiment se lancer dans les études, disons, de sociologie. Et à titre anecdotique, c'est durant notre séjour avec Paul Pascan à Tazarwalt que je lui ai présenté mon projet de recherche sur Erguita, et Hassan en parle de façon très anecdotique et très rigolote. C'est que quand il a vu ça, moi j'avais pas d'expérience. Quand il a vu un travail que j'ai fait de projet, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, il a trouvé qu'en arabe, il m'a dit que c'était chiche, etc. Bon, c'est une manière, c'est pas pour abaisser mon travail, mais pour me pousser à travailler davantage. Et je me souviens qu'après, je suis allé le voir dans son bureau. Il a commencé à me donner un certain nombre de conseils très, très intéressants sur la manière de faire de terrain. C'est-à-dire qu'il faut commencer par les choses les plus simples qui concernent la vie des gens avant de se lancer vers des constructions un peu plus compliquées, plus théoriques, si on peut dire. Oui, l'apport de Paul Pascan à la sociologie marocaine, ou à la sociologie après l'indépendance du Maroc, n'est plus à prouver. Il a contribué à la mise en place d'abord de cet enseignement à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit parce que c'est pratiquement 2 ou 3 années après la fermeture de l'Institut de sociologie au Maroc. Et donc, on pourrait dire que la sociologie, quand elle a été interdite, elle est allée se cacher un peu à l'Institut agronomique, où il a monté un département qu'on appelle le département des sciences humaines.
où il y avait lui, mais aussi il y avait des juristes comme Allah yarhamou, Najib Boudrabala, il y avait des économistes voilà, comme Tamil Khiyari et d'autres. Et donc c'était un département dédié aux sciences humaines et qui donnait une formation pour des ingénieurs qu'on formait comme on les appelait des agroéconomistes. C'est-à-dire qu'ils avaient une formation de base, un DAG, un diplôme d'agriculture générale en agronomie, mais ils avaient en plus une formation en sciences sociales et humaines où, bien sûr, l'économie rurale était dominante. L'autre chose qui est très, très importante dans la formation de type sociologique des ingénieurs de l'époque, c'est les stages. Paul Pascon a mis en place, Paul Pascon et toute l'équipe, parce qu'il y avait énormément d'enseignants, chercheurs, c'était une équipe pluridisciplinaire, où il y avait les gens des sciences humaines et sociales, mais aussi toutes les autres disciplines d'agronomie, comme la zootechnie, comme le pastoralisme, etc. Et donc, ils ont mis un système de stage où chaque année, il y avait un stage. Et ça permet aux étudiants vraiment d'être en contact de la réalité sociale. C'était ce qu'on appelait un petit peu la pédagogie du réel. Les étudiants apprenaient à aller vivre avec les gens d'abord. Et essayer de comprendre la relation que les gens entretiennent avec leur milieu. Et allier, si vous voulez, des approches de sciences de la nature avec des sciences de l'homme. Et je trouve que c'était très très formateur parce que par la suite, quand j'ai intégré l'École nationale d'agriculture, et à partir, je crois, de 1993, j'ai animé pendant 6, 7 ou 8 ans le département des stages et je sais que c'est très formateur et même actuellement quand je parle avec les anciens étudiants qui maintenant remplissent des fonctions dans divers ministères, mais aussi parmi eux il y a des enseignants, ils se rappellent que les stages c'était déterminant dans leur formation. Oui, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, que c'est très difficile maintenant de séparer les domaines. Et chronologiquement, en fait, c'est vrai, après cette phase de la fac, j'ai intégré, quand j'ai obtenu le diplôme des études supérieures, j'ai intégré l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. C'est Abdallah Moudi qui a fait appel à moi et qui m'a recruté dans le cadre d'un contrat, dans le cadre d'un projet qui s'appelle les petits ruminants, Small Ruminant Project. Et c'est un projet où il y avait un consortium d'universités américaines avec l'Institut agronomique où il y avait tous les départements et disons toutes les spécialités. Et parmi les spécialités, il y avait les sciences sociales. Et si vous voulez, carrément la sociologie. Et c'est là où notre aventure a commencé avec l'anthropologie, avec Abdallah Moudi, Hassan Rachik, et avec des regards un peu plus anthropologiques que sociologiques sur la réalité de la tribu Raya sur laquelle on a travaillé. C'est ainsi que Abdallah Moudi a écrit le livre sur la victime et ses masques, qui est tout simplement le rituel de Bougiloud, auquel moi-même j'ai contribué par des observations, par des enquêtes, etc. C'est là où Hassan Rachik a écrit les repas sacrificiels. Et donc vous voyez, c'est plus orienté vers les rituels, vers les aspects religieux. Et c'est là où moi j'ai fait ma thèse sur les pasteurs de l'Atlas, où je me suis occupé aussi bien de l'organisation pastorale que des aspects juridiques et des aspects rituels. Et c'est comme ça que s'est fait un petit peu
ce passage vers des thématiques un peu plus anthropologiques, où on a eu affaire à des courants comme le structuralisme, etc. Oui, alors les thématiques de recherche, ils sont sous-jacentes à ce que j'ai dit tout à l'heure. Au départ, j'ai commencé par des monographies. Quand on dit monographie, on essaie de brasser tout. On parle de l'organisation sociale, mais aussi on parle comment les gens gèrent l'eau, comment on gère les parcours, et puis aussi quelles sont les activités rituelles, mais aussi j'ai même touché les aspects de la parenté, etc. Donc c'est assez large, mais l'objectif est toujours comprendre les changements et les transformations. C'est ça, la problématique transversale de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est d'essayer de voir quels sont les changements qui affectent ces sociétés, et quels sont les mécanismes de ces changements et quelle tournure ça prend, etc. Maintenant, je l'exprime d'une autre manière, en essayant de voir quelles sont les dynamiques sociales, économiques, institutionnelles, techniques aussi, parce que n'oublions pas que j'ai passé beaucoup de temps dans une école d'agronomie, donc je m'intéresse beaucoup aux aspects techniques d'élevage, d'agriculture, et de voir comment tout ceci a changé dans les différents milieux. Et donc c'était des terrains commencé par ma propre tribu, qui est la tribu Elguita, et puis je suis allé vers les Raya, et là c'est la rencontre avec les pasteurs, avec toutes les dimensions que cela implique. Et puis c'était le Moyen Atlas, et puis c'était les Oulad Khawa, et puis c'était les gens du Bnigil, et tout récemment c'était le sud du Maroc, c'était ce qu'on appelle le Sahara occidental, qui vient d'être reconnu maintenant par les États-Unis et tout. Et donc c'est comme ça le parcours, et c'est toujours ces problématiques du changement, des transformations de la société, des rapports sociaux, etc. C'est ça les choses qui m'intéressent aussi. La manière dont les gens conçoivent et perçoivent les choses, etc. Leur rapport aux espaces, leur rapport aux religieux, le religieux entendu dans le sens très très large, qui comprend aussi bien la religion musulmane que toutes les croyances et les pratiques qu'on appelle des croyances d'avant l'islam, etc. Le premier terrain de Riraïa, qui est connu actuellement par Émile, il est plus connu actuellement par Émile. C'est un terrain, on s'est trouvé ensemble avec Abdelhamoudi et Hassan Rachiq. Et donc c'est un terrain où nous étions là officiellement à partir de l'Institut agronomique qui conduisait des recherches sur les petits ruminants, sur les caprins et les ovins. Et donc on était légitimement connus et reconnus, on n'avait pas de problème pour officiellement, administrativement, de travailler sur les terrains. Maintenant, le rapport avec comment travailler avec la population, ça c'est une autre paire de manches. Je peux vous dire que dans le cadre de ce projet, d'abord on a engagé quelqu'un qu'on a appelé le guide et qu'on payait. Donc c'est quelqu'un qu'on paye et c'est lui qui est devenu notre facilitateur. Mais aussi, comme c'est un projet de développement, il y avait des petites choses qui sont apportées à la population. Des choses comme des béliers aux producteurs. Des béliers aux producteurs qu'on donnait aux gens pour améliorer l'élevage. Donc, on créait des attentes chez les gens, mais aussi on essaie d'y répondre. Et de cette façon, on crée des liens avec les gens. Donc, c'est le rapport avec la population, c'est un rapport qui se construit dans la durée. Et qui devient des rapports, par la suite, des rapports d'amitié.
c'est comme ça qu'on a vécu la chose. Par exemple, le guide est venu plusieurs fois chez moi à Rabat. Quand je vais chez lui, je vais chez la maison, dans sa maison, à lui. Et donc, voilà, vous savez, quand vous allez chez les gens, il faut être un minimum de politesse. Il faut rappeler des choses pour les enfants, pour la femme, etc. Et ce sont des... Je n'ai rien à vous apprendre, ces rapports de convivialité et de courtoisie entre les gens. C'est comme ça qu'on développe des relations pour être accepté dans ces milieux. Il n'y a pas de recette. Chacun selon son feeling, chacun selon ce qu'il est lui-même dans ses rapports avec les autres. Il ne faut pas que ce soit des rapports artificiels, il faut que ce soit spontané, que ça vienne du cœur, tout simplement. Et je crois que c'est comme ça que j'ai vécu ce terrain jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai continué à entretenir les relations avec les gens qui sont encore en vie, parce qu'entre-temps, il y a pas mal de personnes qu'on appelle les informateurs privilégiés qui sont partis, Allah yarhamhum, mais qui nous ont beaucoup aidés durant toute la période. N'oubliez pas que moi, j'ai travaillé de 1983 à 1987 dans le cadre de ce projet. Et après, en 1987, j'ai intégré l'École nationale d'agriculture, mais j'ai continué toujours à aller dans ce terrain, que ce soit avec des étudiants, le cadre de consultation, ou dans des projets de recherche que j'ai développés par la suite avec d'autres universités, etc. Et donc le lien n'a jamais été coupé avec ces régions. Et curieusement, dernièrement, les choses commençaient à être un peu plus difficiles, surtout quand vous arrivez avec un groupe d'étudiants de 25 personnes qui vont venir faire des enquêtes, etc. Il faut quand même des autorisations et des choses. Et en général, c'est des choses qui nous sont offertes assez facilement. Donc ça ne pose pas de problème. Quand vous posez les questions aux gens, on m'a toujours répondu, mais arrête, ça fait 30 ans que tu nous poses des questions, toi aussi tu connais la région. Et c'est-à-dire si tu deviens toi-même un formateur, tellement tu connais la zone. Mais ce n'est qu'un leurre, parce que je peux vous assurer qu'à chaque fois où je vais là-bas, j'ai l'impression que je ne connais rien, tellement les choses sont en train de se transformer et de se transmettre de façon assez rapide, surtout dans cette région des milieux qui connaît une dynamique un peu particulière par rapport aux autres régions. Et je crois que vous y étiez en tant qu'étudiant là-bas et vous ne pouvez pas mesurer la différence qu'il y a entre ce que vous avez vu et ce qui existe actuellement avec la situation des années 80. Il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que ces gens ont accompli un progrès énorme de changement. Et c'est une dynamique très, très positive, malheureusement, qui n'existe pas partout au Maroc. Et dans tous les milieux, n'ont pas suivi le même modèle là-bas parce qu'il y avait des conditions qui ont permis ça, sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir. Bon, je suis en train d'écrire un livre sur ça, sur le retour à Émile après ces 30 années, ou même plus, pour essayer un petit peu de raconter cette histoire de changement de cette région. Et là aussi, bien sûr, je vais raconter aussi l'histoire de ma relation avec les gens, comment ces relations se sont tissées, comment elles se sont développées, etc. Voilà. Oui, c'était la même équipe. Bien sûr, chacun s'est forgé un espace, un domaine de recherche, mais nous nous trouvions ensemble. Et nous avions fait des choses en commun. Il y avait une enquête qui n'a pas abouti sur les ménages, qui a été faite ensemble, et aussi il y avait une autre enquête sur la parenté qu'on a faite ensemble, qui n'a pas abouti. Vous voyez, il y a aussi des choses, il y a aussi des ratés de la recherche. On ne peut pas dire que tout marche bien. Il y a aussi des choses qu'on n'arrive pas à faire aboutir à cause des agendas des uns et des autres, etc. À cause peut-être même des humeurs parfois, etc. Donc il faudrait... Donc on a effectivement partagé des moments intenses
agréable. Et je ne m'en cache pas. Ça a participé à ma formation, disons, anthropologique. Ces liens, ces rapports, ces discussions, etc. Par exemple, il y a quelques années, je crois en 2006, avec l'université de Leipzig, on a fait 3 ou 4 enquêtes assez importantes sur les conditions de vie des gens. Et une fois, on a failli ne pas faire le travail alors qu'on a installé toute la logistique. Parce que tout simplement, un gouverneur a jugé que c'était qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait comme autorisation, etc. Alors que on avait des écrits de l'école, etc. Parce que l'université nous écrit. D'abord, on a des conventions avec eux. Le lien est scellé par une convention. Et donc, quand ils viennent, nous, on demande l'autorisation d'aller sur le terrain et on fait des listes des gens qui seront là, etc. Et il a fallu vraiment faire des interventions de haut niveau. J'aime pas parler de ce genre de choses, mais on a fait intervenir des parlementaires, etc., pour débloquer la situation. Mais il y a d'autres anecdotes où, quand on a fait une étude dans le nord du Maroc sur le cannabis, il y a des endroits où on était presque rejetés parce que les gens ne comprenaient pas un petit peu notre... voilà. Et surtout qu'on circulait surtout aussi dans des voitures immatriculées officielles, avec ce qu'on appelle le matricule rouge. Et il y avait des incompréhensions. Mais très souvent, on arrive à débloquer les situations avec les gens, on arrive à faire nos enquêtes et même à se faire inviter pour un thé, etc. Donc voilà. Mais c'est tout à fait légitime parce que venir faire des enquêtes chez les gens vous assimilent au Mkhzen et le rapport de la population rurale avec le Mkhzen, c'est des souvenirs pas toujours agréables dans leur esprit. Et bien sûr qu'on peut rencontrer ce genre de difficultés, mais il faut les préparer. Il faut les préparer vraiment en aval et puis aussi les préparer quand vous êtes avec les gens pour essayer d'éviter. Il faut surtout expliquer aux gens. Il ne faut pas raconter d'histoire, il ne faut pas mentir. Et il faut raconter exactement la réalité des choses. C'est un peu difficile de dire où est-ce qu'on se situe, parce qu'il y a des travaux. La dominante et le travail anthropologique, c'est ça qui a beaucoup dominé dans mes recherches. Et ce qui fait un petit peu, ce qui distingue un petit peu, pas uniquement mes travaux, mais d'autres travaux, c'est ces aspects qui sont liés surtout aux aspects rituels, même si de plus en plus on est très loin de ces problématiques à cause de tout ce qui est en train de se passer au niveau du religieux. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'abandon de toutes ces activités rituelles dans le milieu rural, parce que les gens les considèrent comme des bidas, comme des choses qui ne sont pas conformes à l'islam orthodoxe, etc. Et le deuxième élément aussi sur lequel j'ai essayé d'apporter des petites choses, mais toujours à partir du terrain, c'est la thématique de la tribu, qui est aussi quelque chose qui n'est pas... C'est une thématique qui n'est pas très abordée par les gens et sur lesquelles moi j'ai toujours essayé d'apporter quelque chose, tout simplement parce que les communautés sur lesquelles j'ai toujours travaillé, ce sont des communautés où l'organisation tribale reste assez importante, où la tribu, jusqu'à une certaine limite, reste encore agissante, fonctionnelle, parce que c'est l'organisation qui est la plus adéquate par rapport aux ressources naturelles qui se trouvent dans ces régions-là et qui sont les terres collectives. Et
vous le voyez très très bien qu'on parle de terre collective, maintenant on parle de terre de Soulaliyat, et Soulala, c'est quand même c'est le retour tout simplement à ce qui fait le lien entre les gens qui font partie de la même Soulala et donc de la même tribu finalement. Et ce sont les thématiques qui font que je peux dire que je suis plus du côté de l'anthropologie que de la sociologie. Quand j'enseigne la sociologie rurale à l'école nationale, il m'est très difficile de ne pas parler de toutes ces choses-là. Je peux parler des problématiques sur les aspects qui concernent la société rurale, concernant la population, et des aspects comme ça. Mais on ne peut pas ne pas parler des autres aspects qui concernent, je ne sais pas, comment les gens s'organisent autour de l'eau. Et quand on dit comment les gens s'organisent autour de l'eau, on est obligé d'aller voir quelles sont les règles de partage, comment tout ceci est perçu par les gens, qui sont les gens qui détiennent le savoir en matière de l'eau, etc. On est automatiquement, quand on aborde ces problématiques, on est dans des problématiques qui sont très anthropologiques, qui concernent la dimension de l'homme et la manière dont il gère ses espaces, ses relations avec les autres, etc. Moi, je ne peux pas m'aventurer pour faire une sorte d'histoire de l'anthropologie, enfin de la sociologie au Maroc. Ça sera très prétentieux, mais je ne peux le faire qu'à partir de mon expérience et comment je l'ai vécu par rapport à tout ce que j'ai vu chez mes prédécesseurs. C'est tout ce que je peux faire. Ce que je sais, c'est que, bien sûr, il y avait une sociologie qui était enseignée et pratiquée à la faculté des lettres, notamment à Rabat. Et les figures de l'époque qui émergeaient, c'était Abdelkabir al-Khatebi, c'était Fouad Issous, c'était Fatima al-Manissi, etc. Mais c'est à mon avis, c'est une sociologie qui ne me parle pas de la même manière que la sociologie qui a été développée, par exemple, à l'Institut agronomique par Paul Pascon, qui est plus tourné vers le terrain, sur des problématiques, je dirais même parfois banales. Quand Hamoudi écrivait sur l'eau à Dra'a, à la limite par rapport aux grandes problématiques que Khatebi s'opposait, il n'y a pas photo. Mais c'est plus la question de l'eau, comment il est géré dans certains villages, ou la question de rituels chez une communauté tribale, c'est ça qui m'a m'intéressait beaucoup. Et c'était plus ça qui représentait les domaines qui se démarquaient par rapport à cette sociologie que je trouvais à l'époque très théorique. Bon, ce n'est pas une critique, bien sûr. Il faut que la théorie soit enseignée, développée, etc. Mais ce travail de terrain qui permet de collecter de la connaissance et d'apporter des connaissances, surtout sur le rural. Hein. Moi, je suis ruraliste. Sur le rural, était dans cette situation à l'époque. Et donc, si vous voulez, c'était un peu ça, le domaine qui m'intéressait le plus. Maintenant, comment tout ceci a évolué, on voit que maintenant, contrairement à ce que vous pensez, moi je pense que la sociologie s'épanouit de nos jours, ne serait-ce que par le nombre de départements qu'il y a, ne serait-ce que par le nombre d'étudiants qu'il y a, ne serait-ce que par le nombre de recherches qu'il y a. Et quand vous creusez, vous trouvez que
les enseignants, malheureusement, moi je peux dire qu'il n'y a pas une visibilité, tout simplement. Il n'y a pas de visibilité sur les recherches qui s'effectuent et qui en a énormément. Énormément de recherches, que ce soit dans le cadre de thèse, mais aussi dans le cadre de projets de recherche. Je peux faire mention, par exemple, à tout ce qui se fait sur l'immigration. Il y a énormément de travaux sur l'immigration à l'université ici, comme j'ai dit ici à Meknès, ou à l'université d'Agadir, etc. Donc il y a des travaux qui souvent que sont conduits par des enseignants-chercheurs avec leurs étudiants, etc. Et on ne peut pas dire que la sociologie n'est pas épanouie, sauf qu'il n'est pas porté à la connaissance de tout le monde et paradoxalement à un moment où voilà, les supports pour transmettre toutes ces connaissances existent, etc. Mais de toute façon, quand vous cherchez, vous trouvez, hein, il y a énormément d'écrits et énormément de recherches qui sont... Au contraire, on doit se réjouir, à mon avis, de la situation de l'enseignement et de la recherche en sociologie, ne serait-ce encore une fois, ne serait-ce que par le nombre des départements, le nombre d'étudiants, le nombre de recherches. Maintenant, on peut projeter, grâce à vous, d'aller plus vers la qualité, d'aller plus vers des choses qui peuvent répondre à des questions, parce que c'est très important par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une problématique qui concerne l'utilité de la sociologie. À quoi ça doit servir? La sociologie, comme dit Paul Pascon, il doit être critique. Et pour être critique, il doit se fonder sur des données réelles qui viennent du terrain. Et pour être utile, il doit fournir l'analyse du problème, ce qu'on appelle les diagnostics dans le langage technique, mais aussi proposer les solutions, c'est-à-dire aider, comme on dit, les décideurs à prendre les décisions. Et ça, c'est un aspect maintenant sur lequel que les gens qui travaillent, qui font de la recherche ne peuvent pas éviter. Parce que même les financements de la recherche actuellement sont liés à cet impératif qui est de faire des travaux utiles, qui servent à quelque chose, qui servent à la prise de décision, qui servent à la connaissance, etc. Et donc c'est un petit peu ça que je remarque comme évolution, pas uniquement au Maroc, mais partout dans le monde. La recherche, il est lié à des domaines qui sont choisis non pas par les chercheurs, mais par les gens qui financent la recherche. Et là, on peut rien y faire. Et donc, très souvent, ce sont des problématiques, vous voyez maintenant, qui sont liées aux questions de l'islamisme, aux questions du genre, aux questions de la gestion des ressources naturelles, aux questions de l'environnement, etc. Toutes les problématiques actuellement que vous voyez émerger un peu partout, les questions de l'immigration, etc. Toutes ces questions maintenant qui deviennent de gros problèmes de la société. On retrouve l'émergence même, on retrouve les raisons ou l'explication de l'émergence de la sociologie. Il a émergé au moment où de grands problèmes commencent à se poser en Europe à cause de la modernité, du changement, etc. Et commencer à poser des problèmes pour essayer de les comprendre, de les expliquer. Et donc on revient vers ça. Sauf qu'ici, comme j'ai dit, l'université, elle est aux ordres des bailleurs de fonds. Et ça, c'est quelque chose que nos pays doivent régler pour que la recherche, que ce soit en sociologie ou ailleurs, puisse être autonome et s'autofinancer et faire le travail comme dans une autonomie, liberté méthodologique et théorique, etc. Mais là, les chercheurs arrivent, certains chercheurs arrivent à faire l'équilibre entre les deux et donc à négocier des positions qui leur permettent de faire l'équilibre et de ne pas trop sacrifier à la demande et donc essayer quand même
de faire introduire l'impératif de l'objectivité, etc. Voilà.